太陽の神ニカ。私たちバッカニアの家系に代々伝わる伝説の戦士の名だ。ニカはいつでも笑ってるんだ。Avez-vous déjà pris le temps de regarder de plus près ce symbole mystérieux, celui qui traverse Alabasta, l'île des hommes poissons, Chandora, Wano et tant d'autres lieux marqués par la légende du dieu soleil? Derrière ces motifs répétés se cache l'une des clés qui nous permettront de décrypter tout One Piece. Ce signe n'est pas un simple ornement, mais le fil rouge qui relie les plus grands mystères de l'œuvre. Aujourd'hui, à l'aube de la saga finale, la lumière de ces fragments devient suffisamment vive pour projeter l'ombre d'une trame cachée. Ce symbole pourrait bien révéler pourquoi la nouvelle aube est inévitable, pourquoi Luffy doit en être le porteur, et même quelle est la véritable structure de l'univers imaginé par Oda. Pourtant, l'exploration ne sera pas simple. Chaque fragment compte, et chaque détail doit être saisi pour que l'ensemble du tableau apparaisse enfin. Entre ce secret solaire et le bagua de la mythologie chinoise, tout converge vers la vérité que l'auteur s'efforce de nous cacher depuis presque 30 ans. Alors restez bien jusqu'à la fin, car au bout du voyage se trouve une lecture totalement nouvelle de l'histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece et mon contenu, manifestez votre soutien en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche et en laissant un commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car chaque geste est un acte gratuit qui contribue à l'épanouissement de la communauté et récompense l'effort colossal déployé pour créer cette vidéo. La base de cette théorie que j'ai retravaillée, filtrée et enrichie vient de la chaîne Ohara, dont vous trouverez les liens en description. Merci à vous et bonne vidéo. Tout commence avec la pérégrination vers l'ouest, l'un des plus anciens romans du monde qui a inspiré des personnages aussi célèbres que Son Goku ou Luffy. Dans ce récit apparaît la pierre immortelle. Son nom rappelle immédiatement les poneglyphes, ces pierres indestructibles. Dans le roman, la pierre immortelle se trouve au sommet de la montagne des fleurs et des fruits. Ce détail intrigue car il fait écho à Imu, souvent représentée dans la salle des fleurs, elle aussi située au sommet du monde. Cette pierre avait un rôle unique. Elle canalisait à la fois l'énergie du ciel et celle de la terre. De cette union naquit Son Wukong, le roi singe. Certaines traductions anciennes ajoutent un détail fascinant. La pierre possédait 8 ouvertures, symbolisant les 8 trigrammes. Ces trigrammes, arrangés en un schéma précis, forment le bagua, un symbole ancestral qui pourrait être la clé reliant de nombreux mystères de One Piece. Pour commencer, les 8 trigrammes du bagua font écho au soleil que Nika arbore, et qui est un motif récurrent refaçonné sous diverses formes tout au long de l'histoire à travers les emblèmes de plusieurs factions. Mais surtout, ce symbole qui semble être le symbole originel est très probablement le symbole du royaume antique. Toutes les tribus et régions liées à Joy Boy semblent utiliser ce même motif. Il pourrait donc représenter les 8 nations alliées comme Wano, Elbaf, l'île des hommes poissons ou encore Alabasta. Fait surprenant, ce symbole n'a jamais été relié explicitement au bagua. Pourtant, quand on étudie la question, il devient évident que c'est là qu'Oda a puisé son inspiration. Mais il ne s'agit pas seulement d'un détail graphique. Tout le rôle de Joy Boy dans l'univers de One Piece repose sur ses principes et la métaphysique orientale nous offre un aperçu de ce que prépare Oda pour l'ensemble de son histoire. Pour mieux comprendre tout cela, parlons du bagua. Le bagua, c'est un concept ancien issu de la tradition chinoise, particulièrement lié au Yi-Jin, qui se traduit par le classique des changements. Imaginez ça comme une sorte de grand schéma cosmologique qui sert à comprendre comment l'univers est structuré et comment les énergies s'y organisent. En gros, l'idée de base, c'est qu'on part de quelque chose d'absolument unitaire. Cette chose, on le nomme le Taiji, l'absolu. Puis, ça se divise en 2 forces complémentaires. Ensuite, en 4 aspects, puis finalement, en 8 trigrammes. Ces 8 trigrammes, c'est ce qu'on appelle le bagua. Maintenant, il existe 2 baguas principaux dont on parle souvent. Le bagua primordial, aussi appelé ciel antérieur, et le bagua manifesté, aussi appelé ciel postérieur. La différence entre les deux, c'est essentiellement une question de disposition des trigrammes dans l'espace, un peu comme 2 manières différentes de représenter les mêmes forces de l'univers. Le bagua primordial est vu comme la version originelle.
tandis que le bagua manifesté représente comment les forces se déploient dans le monde concret. Historiquement, ces concepts viennent des textes anciens chinois comme le Yi Jin, et ils ont été utilisés pour la divination, l'harmonie du Feng Shui, et pour expliquer les transformations naturelles et cosmiques. Le parallèle est évident. Le Yi Jin, c'est littéralement le classique des changements. Or, le changement, la croissance et l'arrivée d'une nouvelle aube sont précisément ce que Luffy est destiné à accomplir à la fin de la série. Mais ce thème n'est pas limité à lui seul. Oda l'a appliqué à de nombreux personnages comme Nika, Imu, Joy Boy, Roger, Kaido, Barbe Noire. Bref, beaucoup sont liés à cette logique de changement. Comme dit, le bagua est à la fois un outil de divination et la base du Feng Shui. On reviendra sur le concept de divination un petit peu plus tard. Le Feng Shui, lui, sert à organiser les flux d'énergie en attirant les forces positives et en repoussant les négatives. Ce concept, Oda l'a intégré dans One Piece à travers l'arc d'Elbaf et le personnage d'Estrid, la mère de Loki. Le texte de base du bagua dit ceci: le néant engendre l'absolu. L'absolu engendre deux formes, les deux formes engendrent quatre phénomènes, et les quatre phénomènes engendrent les 8 trigrammes. Les 8 voies, division finale du grand axe, correspondent au bagua. Autrement dit, pour comprendre le bagua, il faut remonter à la source, le grand axe. Le Yi Jin explique que ce grand axe, qui représente la totalité de l'univers, s'est divisé 3 fois. D'abord en 2, puis en 4, puis en 8. Cette logique reflète directement les 3 mondes de One Piece et le symbole de Nika semble nous guider vers cette idée depuis un moment. Le grand axe, Taiji, incarne la totalité de l'espace et du temps. Il provient lui-même du Woji, l'état primordial. Un vide informe, sans limite, d'où tout a émergé. Ce principe est simple. Il oppose l'existence et le néant. C'est la base de tout, sans quoi rien d'autre ne peut émerger. Ces notions sont à l'origine de nombreuses écoles de pensée, comme le bouddhisme ou le taoïsme, et constituent un pilier majeur de la cosmologie orientale. C'est donc un terrain naturel pour qu'Oda puisse construire son univers. Toriyama s'en est aussi inspiré dans Dragon Ball, ce qui fait sens puisque les deux œuvres empruntent beaucoup au voyage en Occident. La fresque d'Elbaf et le texte du Alei s'inscrivent directement dans cette logique. Le deuxième monde commence par « Dans le néant, un souffle prit vie » et le troisième par « Dans le chaos, il y avait le vide ». C'est exactement la même idée que le classique des changements. Quand le vide informe s'agite, le grand axe naît. On remarque aussi une constante. Chacun des 3 mondes met en avant l'arrivée d'un dieu soleil. Mais tous débutent ou se terminent dans une ère de vacuité et d'obscurité à l'image du commencement du Yi Jin. La conclusion semble claire. Oda a conçu chaque monde de One Piece comme une réplique du grand axe, tel que le décrit le Alei. Si cette logique est correcte, alors l'adversaire de Nika dans le premier monde n'était qu'une nouvelle étape dans cette grande roue cosmique, déclenchant un nouveau reset de l'univers. Ce cycle pourrait même remonter encore plus loin que le premier monde. Passons maintenant à la phase suivante de ce texte, qui nous rapproche du bagua. L'absolu engendre 2 formes. Ces forces appairées portent le nom de Liang Yi, les puissances duales. Sous ce terme, on les reconnaît moins, mais leur symbole est universel, ce sont le yin et le yang. Sans surprise, Oda en a fait l'ossature de son histoire. Leur rôle est simple. Ensemble, elles forment la totalité, mais séparées, elles incarnent 2 principes opposés. Le yin, l'obscurité, la passivité et l'origine centrale. Le yang, la lumière, le mouvement, l'extrême, l'expansion. Dans One Piece, cette dualité correspond directement à Imu et Nika. Nika représente le yang, lumière, activité, soleil, sourire, libération. Mais il incarne aussi l'extrême. Pour les géants d'Elbaf, il est à la fois sauveur et destructeur. Sa mission de révolution et de changement est radicale, et Luffy hérite de ce même rôle. Cela s'accorde avec les représentations du Gear 5, où Luffy semble parfois inquiétant, presque dément. Ses pouvoirs, qui consistent à s'étirer au maximum, reflètent littéralement l'idée d'aller le plus loin possible. C'est l'essence même du yang. Le yin représente l'obscurité. C'est le principe féminin et passif de l'univers, nourricier associé à la terre, au froid et au sombre. Selon cette logique, Imu ne serait pas un homme, mais une femme, et surtout le dieu de la terre. Le texte du Alei décrit d'ailleurs ce dieu avec une grande froideur et des traits typiquement liés au yin. Domination des esclaves, destruction par le serpent de flamme et position centrale dans son ère. Dans One Piece, la Terre est littéralement au centre du modèle cosmologique révélé à Ohara. La fresque d'Elbaf montre aussi que ce centre de la planète a été exploité, ce qui laisse entendre qu'il abriterait le soleil interdit. Ce que semble confirmer l'immense industrie qui creuse jusqu'au cœur du monde. Ce dieu de la terre est donc l'originel, déjà présent avant que Nika ne réponde aux prières des esclaves. Mais il reste passif. Il réduit les peuples en servitude, les laisse travailler et s'appuie sur son serpent de flamme pour combattre à sa place.
Si l'on suit la fresque, Nika serait le dragon, tandis que la petite silhouette couronnée représenterait le dieu de la terre. Il y a cependant un point essentiel à rappeler. Dans le yin existe un petit peu de yang, et dans le yang un petit peu de yin. En d'autres termes, il y a de l'ombre en Nika et peut-être du bon en Imu. Cette ambiguïté correspond parfaitement au thème récurrent d'Oda. Rien n'est jamais totalement bien ou mauvais. Vegapunk le dit lui-même dans son message. Impossible de juger Joy Boy ou Imu comme totalement juste ou totalement fautif. Il en va de même pour les pirates comme pour les marines, qui contient à la fois des héros et des criminels. À Elbaf, cette idée est confirmée. Les géants eux-mêmes hésitent à trancher si Nika est un sauveur ou un destructeur. Le classique des changements s'appuie sur de nombreuses dualités naturelles qu'Oda reprend clairement dans One Piece. La lumière et l'obscurité, avec Imu et Nika, le feu et l'eau, Joy Boy lié au feu et au soleil interdit, alors qu'Imu est l'anagramme de Umi, signifiant la mer en japonais. Et l'expansion et la contraction, avec Luffy qui dilate son corps à l'infini, contre Barbe Noire qui attire et compresse tout avec ses ténèbres. Ces oppositions sont les manifestations directes des forces qui structurent l'univers de One Piece. Nous apprendrons donc sans doute l'existence de puissances duales qui ont détruit le premier monde. Le yin aurait été utilisé par le dieu de la terre et son serpent de flamme infernale. C'est la force recherchée par des figures comme Imu ou Barbe Noire. Le yang fut alors manié par Nika. Il l'a retourné contre le dieu de la terre, mais sans succès. Incapable de rétablir l'équilibre cosmique, ce monde prit alors fin. La solution pourrait résider dans une division supplémentaire. Aller plus loin jusqu'au bagua final. Un détail du Halley appuie cette idée. Le dieu soleil y est toujours écrit avec des guillemets dans la version originale. Cela laisse entendre que Nika n'était pas un dieu véritable, mais plutôt un homme qui avait acquis le pouvoir du yang, tandis que le dieu de la terre, lui, semblait être une entité divine authentique. Le yin et le yang constituent donc la phase du classique des changements où Oda puise le plus de symbolisme. Mais le texte va plus loin. Les deux formes engendrent les quatre phénomènes. Les quatre aspects sont le grand yang, le petit yin et le grand yin. Chacun s'aligne avec une créature mythologique chinoise et une direction. Dans One Piece, cela pourrait correspondre aux quatre autres poneglyphes, aux quatre océans ou encore aux quatre dieux mentionnés dans l'histoire. Oda semble s'être directement inspiré de ces principes pour bâtir la structure de son univers. Commençons par le grand yang. Il représente le solstice d'été, le plus long jour de l'année. Il s'aligne avec le sud et incarne le soleil à son apogée. Son symbole mythologique est le phénix cramoisi, lié directement à l'élément du feu. Difficile d'imaginer une correspondance plus claire qu'avec Joy Boy et Luffy. Le Gear 5 s'est éveillé grâce à une mort suivie d'une renaissance, comme un phénix. Luffy utilise des attaques comme le Red Hawk ou le Red Rock, directement liés au feu et aux oiseaux. Le clan Kozuki, créateur des poneglyphes, porte comme symbole un grand oiseau surmonté d'un soleil. Tout indique que le grand yang s'aligne sur Joy Boy et Luffy, la réincarnation du dieu du soleil destiné à apporter la nouvelle aube. Sous le grand yang, on trouve le petit yang. Il correspond à l'équinoxe de printemps, le moment où la lumière commence à croître. Il est associé à l'est, à l'élément du bois et au dragon azur. Le lien avec Kaido saute aux yeux. Son symbole est le dragon et son rôle dans l'histoire s'aligne parfaitement avec ce principe. Mais Kaido est tellement central qu'il mérite une analyse complète à part entière, ce que nous verrons plus tard. Du côté du yin, on a le petit yin. Il correspond à la nuit grandissante à l'ouest et il est représenté par le tigre blanc et l'élément du métal. Dans One Piece, ce symbole est presque absent, sauf dans un film non canon avec Zephyr qui dirigeait un navire baptisé Tigre Blanc. Enfin vient le grand yin. Il incarne le solstice d'hiver, la nuit la plus longue et s'aligne avec le nord. Son symbole est la tortue noire, liée à l'élément de l'eau. Ce dernier aspect colle parfaitement avec Imu et Barbe Noire. L'eau, associée à l'abîme et à l'obscurité, reflète les pouvoirs de Barbe Noire avec le Yami Yami no Mi. L'objectif d'Imu, qui cherche à éteindre le soleil, correspond aussi à cette énergie. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point Oda a multiplié les références. Ces forces ne concernent pas seulement des personnages ou des factions, elles se retrouvent dans des éléments très précis de la série. Un exemple majeur est celui des 4 dieux de One Piece, présentés d'abord à Skypiea, puis réintroduits dans le texte du Halley. Ils correspondent parfaitement aux 4 aspects du classique des changements. Le grand yang représente le feu qui, dans One Piece, incarne le dieu du soleil. C'est la figure de Nika/Joy Boy, incarnation de la lumière et de la libération. Le petit yang représente le bois qui, dans One Piece, incarne le dieu de la forêt. Le bois symbolise la croissance. Et le Halley décrit ce dieu comme se répandant et engendrant des démons. Le grand yin représente l'eau qui, dans One Piece, incarne le dieu de la mer ou de la pluie selon les cultures. Il est associé aux profondeurs et à l'obscurité, ce qui rappelle Imu et Barbe Noire.
Le petit yin représente le métal qui dans One Piece incarne le dieu de la terre. Dans la cosmologie chinoise, le métal naît de la terre, minerais et ressources extraits du sol. Cela renforce l'idée qu'Imu, en tant que dieu de la terre, incarne aussi le métal, l'industrie et la technologie, ce qui explique son rôle d'exploitation et de domination. Et cela va encore plus loin. Les poneglyphes eux-mêmes s'alignent parfaitement avec la logique des 4 aspects. 4 pierres, chacune portant un message unique, qui forment ensemble une boussole vers Loftel. Mais il faut noter une chose. Dans certaines traditions liées aux 4 aspects, on trouve parfois un 5e élément caché, pas dans le Bagua directement, mais dans le Wuchin, les 5 éléments de la cosmologie traditionnelle. Il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ce 5e aspect est le centre représenté par un dragon jaune ou Kilin, symbole de la terre. L'idée est simple. Aux 4 directions cardinales s'y ajoute toujours un point central. Les 4 aspects correspondraient donc aux poneglyphes, tandis que le centre, ce serait Loftel. Cela ouvre plusieurs possibilités. Loftel pourrait être lié au Kilin ou à un dragon, ce qui ferait écho à l'énorme œuf que Roger transportait, ou alors, si la Terre a une place primordiale, Loftel pourrait être rattaché directement au dieu originel de la Terre. Imaginez un instant. Et si Loftel se situait au centre du monde et que son accès n'était révélé qu'en réunissant les 4 euros de poneglyphes? Cela s'accorderait parfaitement avec la fresque et le texte du Alei, où le dieu de la Terre semble exploiter une source centrale arrachée au cœur même de la planète. C'est une manière parmi d'autres de relier ces éléments. Mais le symbole est clair. Les 4 aspects dépassent le simple cadre de la mythologie. En réalité, ils sont la clé narrative du siècle oublié, le 2e monde de Joy Boy. Autrement dit, les poneglyphes sont la feuille de route que Joy Boy a laissée, ils guident l'ère suivante, celle de Luffy, afin de mener le monde vers Loftel et de compléter le cycle suivant du classique des changements, le Bagua. Joy Boy n'a pas pu gagner, la preuve, c'est qu'Imu règne toujours. Pourtant, plusieurs indices montrent que l'avenir peut être prédit. Le texte du Alei, les cartes de Basil Hawkins ou encore les visions de Madame Shirley. N'oublions pas que le Bagua lui-même est un outil divinatoire, comme dit Pluto. C'est pourquoi il se peut que Joy Boy aurait eu une prémonition. Il avait vu que quelqu'un d'autre accomplirait son objectif. Alors il aurait laissé derrière lui des plans et protections en libérant les poneglyphes avec Lily, en intégrant des mécanismes comme le nœud de Haki dans Emmet et en préparant l'ère suivante. C'est pour cette raison que le siècle oublié semble être lié aux 4 aspects. Ils appartiennent à l'ère de Joy Boy, mais débordent dans celle de Luffy. Autrement dit, les aspects étaient une phase de transition conçue pour que Luffy complète le grand axe et restaure le Bagua. Tout cela nous amène donc directement à la phase suivante du classique des changements, le fameux Bagua. Les 4 phénomènes engendrent les 8 trigrammes. Le Bagua, c'est la division finale du processus. Le yin et le yang se dédoublent en 4 aspects, qui eux-mêmes se divisent en 8 trigrammes. Ces 8 trigrammes représentent les forces fondamentales de l'univers. Ils servent à la divination, mais aussi à équilibrer et à répartir l'énergie comme vu plus tôt. On distingue 2 groupes. Le premier groupe avec le trigramme du yin, de l'obscurité avec ciel, eau, vent et lac. L'eau, placée au nord et en haut du Bagua, symbolise l'abîme et la nuit la plus longue. Exactement ce que l'on retrouve dans One Piece avec l'idée de l'obscurité suprême. Et le second groupe, le trigramme du yang, la lumière, avec tonnerre, montagne, feu et terre. Ici, tout colle immédiatement. Le feu est au sud, symbole du jour le plus long, de la lumière radiante. C'est le soleil, donc directement lié à Nika et à Luffy. À ce stade, certains pourraient être confus. D'après ce que j'ai expliqué, le feu devrait logiquement être à l'est, et l'eau à l'ouest. Ce schéma correspond parfaitement à l'opposition entre Luffy, le feu, contre Imu, l'eau, un affrontement qui se joue justement d'est en ouest. Mais comme on va le voir, tout cela s'intègre en réalité très bien. Ces symboles ne représentent pas seulement des directions, ils traduisent aussi des niveaux d'énergie. Le feu est la force la plus élevée, ce qui rappelle directement le royaume antique et sa technologie infinie. C'est aussi le cœur des recherches de Vegapunk qui a tenté de recréer cette source avec la Mother Flame. L'énergie infinie, incarnée par le feu, correspond parfaitement à Nika, Luffy, dont la danse et la joie rayonnante sont l'essence même. A l'inverse, Imu représente l'eau, une énergie faible, qui prive le monde de progrès en cherchant à exploiter ce pouvoir pour elle seule. Mais ce n'est pas tout, car comme vu en début de vidéo, il n'existe pas un seul Bagua, mais 2. Le Bagua manifesté, ciel postérieur, c'est la version que j'ai décrite jusqu'ici, où le feu est en bas et l'eau en haut, et le Bagua primordial, ciel antérieur, une disposition plus ancienne, où chaque trigramme change de place. Et cette version primordiale est bien plus riche symboliquement. Ici, les trigrammes représentent une famille cosmique. Le père au sud avec le ciel,
la mer au nord avec la Terre, ainsi que 3 fils et 3 filles pour les autres trigrammes. Dans cette disposition, l'eau et le feu ne sont plus opposés verticalement, mais placés à l'est et à l'ouest, exactement comme l'affrontement qui structure One Piece entre Luffy et Imu. Ensuite, on retrouve dans One Piece une multitude de références au chiffre 8 et à ses multiples. Chaque faction présentée alliée à Joy Boy utilise le symbole des 8 cercles, qui correspond directement au Bagua. Joy Boy aurait dirigé ces 8 royaumes, tous représentés à travers ce schéma, comme dit plus tôt. Un autre détail frappant, il s'est écoulé exactement 800 ans depuis le siècle oublié. Et si ce n'était pas un hasard, peut-être que le cycle cosmique lancé par Joy Boy nécessitait d'attendre 800 ans pour que le Bagua soit prêt à être réinitialisé, marquant ainsi une nouvelle ère de rééquilibration des énergies à l'échelle du monde. Cette logique rejoint un autre point central. Dans le Bagua primitif, on retrouve un père céleste et une mère terre. Et si, au fond, l'intrigue de One Piece reposait sur ce conflit primordial, presque familial, une opposition entre le soleil et la terre. Oda adore aborder les thèmes de l'amour et de la romance, souvent ambigus, à la fois porteurs de bien et de mal. Le premier monde aurait donc pu être gouverné par la déesse Terre, avec Nika comme époux. La trahison de ce dernier, volant le soleil interdit pour libérer les esclaves, aurait déclenché la grande bataille qui bouleversa tout. Cela explique pourquoi Nika est nommé « Dieu Soleil » entre guillemets. Il n'était pas un dieu véritable, mais un homme perçu comme tel pour avoir défié la mère Terre. Un parallèle direct peut être fait avec Gaïa dans la mythologie grecque, personnification de la Terre, ou encore avec la notion de mère nature. Et on sait qu'Oda a toujours glissé des messages environnementaux dans One Piece, notamment à Alabasta et Wano, 2 arcs majeurs du lore. Cette hypothèse trouve aussi un écho dans la manière dont les femmes influencent les grands conflits de la série. L'exemple de Shaki, le joyau de la couronne de la ruche, en est une illustration parfaite. Enfin, il est possible qu'une inondation massive ait été déclenchée pour empêcher la déesse Terre d'exercer toute sa puissance. Ce serait la raison pour laquelle Imu, incarnation de la déesse Terre dans le 2e et 3e monde, est désormais liée à l'océan. La Terre n'est plus son domaine, car elle gouverne désormais la mer. C'est peut-être ce basculement qui aurait marqué l'inversion du Bagua. On serait passé d'un monde gouverné par le ciel et la terre à un monde dominé par le feu et l'eau. Il existe peut-être un moment précis où tout a basculé. Autrement dit, on est passé d'un système où le ciel était au sommet, au modèle où l'eau et donc Imu domine. Cela reflète exactement le passage du Bagua primordial au Bagua manifesté. Autrement dit, ce changement correspondrait au moment où l'équilibre réel du monde s'est inversé. Ici, un détail peut prêter à confusion. Dans la cosmologie chinoise, le sud est placé en haut et le nord en bas. C'est l'inverse de nos cartes modernes où le nord est au sommet. Ainsi, dans le Bagua antérieur, on retrouve en haut du trigramme le ciel, tandis que dans le Bagua postérieur, c'est le trigramme du feu qui occupe cette position. De même, en bas se trouve la terre dans l'antérieur et l'eau dans le postérieur. Ce principe d'orientation explique pourquoi certains symboles apparaissent en haut du schéma, même si leur rôle ou leur place diffère selon la version utilisée. C'est ici que tout prend sens pour l'histoire actuelle. Depuis Nika et le dieu de la Terre, quelque chose a déréglé les énergies cosmiques. Peut-être une entité sombre, la destruction de la flamme éternelle, ou même la capture d'un dieu. Nika a perturbé l'équilibre, Joy Boy a tenté de le restaurer mais a échoué, et maintenant, Luffy doit réussir là où ils ont échoué. Sa mission est claire, ramener l'équilibre et provoquer la nouvelle aube. Pour comprendre pourquoi c'est à Luffy de restaurer le Bagua, il faut revenir au voyage en Occident qui a inspiré Oda. Les 8 trigrammes étaient gravés sur l'œuf de Son Wukong, d'où il est né. Ce qui a provoqué la fissure et l'éclosion de la pierre immortelle, ce n'était ni le ciel, ni la terre, mais le vent. C'est le vent qui transforma l'œuf en singe de pierre. Le vent, en effet, est la force qui pousse les navires et les destins. Dans One Piece, celui qui incarne ce principe, c'est Monkey D. Dragon. Il est le père de Luffy, mais aussi métaphoriquement son moteur. Il a sauvé Luffy à Locktown, lui permettant de poursuivre son voyage, et il est décrit comme regardant vers l'est, encore un symbole du vent. Le vent est aussi au cœur du Feng Shui, qui applique les cartes du Bagua pour équilibrer les espaces. Exactement ce que Luffy devra accomplir, rééquilibrer le Bagua du monde. Enfin, comme évoqué plus tôt, Oda a renforcé ce thème avec Estrid, la mère de Loki. Elle incarne aussi l'application du vent et de l'équilibre, preuve que ce principe est central dans la suite de l'histoire. Dans One Piece, Estrid parle directement du Feng Shui. C'est fascinant car elle est une géante de sang pur, ce qui veut dire qu'elle est liée aux origines anciennes de Nika. Certes, elle est loufoque, malveillante et une mère horrible, mais son rôle est clair. Oda l'a introduite pour nous initier à ce concept massif.
Ces propos ajoutent une couche explicative aux légendes d'Harald et de Loki afin que nous comprenions que le Bagua est au cœur du destin du dieu du soleil. Les géants anciens, la Galela, Oz ou Harald, tous semblent être reliés à Nika. Et Estrid prépare la grande révélation de ce que Luffy doit accomplir, réparer l'équilibre du monde. Elle dit d'ailleurs que l'esprit d'Harald s'échappe vers l'est. Ce détail est troublant. Vers l'est, dans le Bagua primitif, on retrouve le feu, l'endroit dont Harald aurait dû tirer sa force, pas s'y diriger. Dans le Bagua postérieur, l'est correspond au tonnerre, symbole de révolution et de division, ce qui rend encore plus inquiétant qu'un roi soit attiré dans cette direction. Autrement dit, Harald ne pouvait pas être Joy Boy, mais cela révèle ce qui est vraiment nécessaire. Un vent d'est qui pousse vers l'ouest, c'est-à-dire vers Imu, l'ennemi ultime. Et c'est précisément le rôle de Dragon. Le dernier voyage de Luffy, son voyage vers l'ouest, ne peut se réaliser que parce que son père, incarnation du vent, le pousse dans cette direction. Lockdown en était le signe. Dragon l'a sauvé, lui permettant de continuer son aventure vers l'ouest avant de se rendre sur Grand Line et de repartir en direction de l'est. Et ce schéma se répète. Chaque incarnation du dieu soleil a eu son vent. Nika a été poussé par les prières des esclaves, Joy Boy par la brise marine, comme le décrit Bin Sake, et Luffy par les vents du changement avec son père, la volonté du Di et son désir de liberté. Mais pour être vraiment libre, Luffy devra vaincre Imu et restaurer le Bagua originel où le ciel et la terre gardent l'équilibre plutôt que l'eau et le feu. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra terminer son voyage vers l'ouest, atteindre Loftel et devenir roi des pirates. Mais alors, qu'y a-t-il sur Loftel? Tout dépend de ce que Joy Boy y a laissé pour réparer ce déséquilibre cosmique. Et pour le comprendre, il faut parler de celui qu'Oda a utilisé comme l'anti-Joy Boy parfait, Kaido. Kaido n'était pas seulement un ennemi redoutable, il était conçu comme l'épreuve nécessaire pour Luffy. Même lui le savait, et il n'était qu'une marche vers le véritable Joy Boy. Le Bagua le révèle clairement. Kaido est le dragon azur, symbole du petit Yang, associé au soleil levant. Et Wano, inspiré du pays du soleil levant, était l'endroit idéal pour cette révélation. C'est pourquoi Oda y a dévoilé l'éveil de Nika. Kaido voulait être Joy Boy. Il a conquis Wano, une terre liée à Joy Boy avec Pluton, les poneglyphes ou encore les Kozuki, et il a bâti sa légende autour du Bagua. Shulon Ake, qui donne en traduction littérale 8 trigrammes du dragon de l'ivresse. Raime Ake, qui donne en traduction littérale 8 trigrammes du tonnerre. Le tonnerre qui, lui, évoque la révolution et la division. Kaen Ake, qui donne en traduction littérale 8 trigrammes des flammes. Les flammes évoquent la résurrection solaire, la pleine puissance. Kaido ne pouvait pas être Joy Boy comme King l'espérait, car il utilisait le mauvais Bagua. Plus jeune, Kaido a été marqué par Rox. Peut-être croyait-il que Rox était Joy Boy, avant de vouloir reprendre ce rôle lui-même. Mais son destin n'était que de préparer la voie. Enfin, il reste un autre aspect clé de Kaido, son alcoolisme. Ce défaut cache une vérité symbolique que nous devons explorer pour comprendre ce que Luffy doit accomplir. Dans One Piece, partager le saké a toujours symbolisé la fraternité. Roger, Barbe Blanche, Shanks, tous ont scellé leur lien ainsi. Kaido, lui, est constamment ivre. Et paradoxalement, c'est quand il est le plus saoul qu'il atteint son plein potentiel avec son Bagua ultime. Cela illustre une ironie tragique. L'alcool, symbole de la force de Joy Boy et de la camaraderie, est devenu pour Kaido un refuge amer. Convaincu qu'il n'était pas Joy Boy, il s'est noyé dans l'alcoolisme. Mais Kaido nous a peut-être laissé un indice crucial. Non seulement sur où se trouve Loftel, mais aussi sur ce qu'on y trouvera. La réponse se cache dans Bin Sake. Cette chanson apparemment légère semble être la véritable clé de l'histoire, et ses paroles s'alignent étonnamment bien avec le Bagua. Voici quelques passages clés. Si un vent lâche nous emporte, c'est la fin. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y aura pas de soleil demain matin. Le soleil du matin renvoie directement au trigramme du feu, associé à l'est dans le Bagua originel. On peut y voir une métaphore. Même si Joy Boy a échoué et a été emporté par la tempête de son époque, il avait prévu qu'un successeur se lèverait après lui, comme le soleil à l'est. C'est cela que symbolise la nouvelle aube, la réinitialisation du Bagua primordial ramenant la lumière depuis l'est. Pourquoi s'inquiéter? Demain encore, il y aura la clarté de la lune. Ici, la lune renvoie à l'eau, symbole de profondeur, de nuit et de l'ouest dans le Bagua. Cela suggère que les deux forces, soleil et lune, feu et eau, yin et yang, doivent se rejoindre. Oda prépare peut-être un moment d'éclipse, une union de deux astres pour restaurer l'équilibre. Cela ouvre une autre possibilité, Loftel pourrait contenir le corps originel du dieu du soleil. Nika, Joy Boy et Luffy en seraient les incarnations successives.
liée à une dimension lunaire du dieu soleil. Après tout, les 8 phases de la lune font écho aux 8 trigrammes du Bagua, 2 cycles complets qui décrivent les forces de l'univers. Oda renforce ce parallèle avec de nombreux indices visuels. Les motifs lunaires du Gear 5, la transformation du Sulong qui ne se déclenche qu'à la pleine lune, ou encore le symbolisme constant du soleil et de la lune en miroir. Et la dernière phrase du texte du Halley, ils se croiseront sûrement à nouveau, semble prophétiser cette rencontre cosmique. L'inévitable réunion du soleil et de la lune pour rétablir l'équilibre du monde. Enfin, Bing Sake parle aussi de vent, tempête et ciel. Le vent est central, c'est lui qui fit éclore Son Wukong dans le voyage en Occident. Dans One Piece, il pousse les navires et symboliquement, Dragon incarne ce vent. C'est lui qui a déjà soufflé sur la destinée de Luffy en étant son père et en le sauvant à Locktown. La pérégrination vers l'ouest devient ainsi une métaphore directe. Luffy part de l'est et doit avancer vers l'ouest pour accomplir le cycle et rétablir l'équilibre cosmique. Et si Loftel renfermait la véritable bouteille de Bing Sake, un breuvage mythique capable d'unir le monde entier. Imaginez une gigantesque coupelle de saké, si vaste qu'elle formerait un lac, ce qui est parfaitement cohérent avec l'échelle colossale du siècle oublié et les fresques où apparaissent des créatures titanesques. Ce trésor, Kaido le désirait, mais c'est Luffy qui le revendiquera. Car le saké, la danse et le rire sont la clé de Joy Boy. C'est le rituel qui libère, unit et célèbre, exactement ce que Luffy fait à la fin de chaque arc. Où se situe Loftel? Tout pointe vers West Blue. Luffy part d'East Blue, mais son voyage pourrait s'achever à l'ouest, accomplissant littéralement le voyage vers l'ouest. Les 4 poneglyphes forment la boussole menant au centre du grand axe vers Loftel. Et West Blue est déjà un carrefour narratif. Brook, Ryuma, Robin, Clover, Laboon, Moria, Shanks, mais aussi God Valley, Ohara et Thriller Bark. Autant de lieux et de figures majeures qui s'y rattachent. Tout cela renforce une conclusion. Luffy est le prochain Joy Boy. Comme Nika, il a libéré des esclaves, comme Joy Boy, il a sillonné les mers, et à Loftel, il accomplira sa destinée, réparer le cosmos. Pour y parvenir, il devra vaincre Imu et Barbe Noire. En les battant, il rétablira l'équilibre des forces universelles qu'Imu a bouleversées. Ainsi, dans l'ère moderne, Luffy restaurera le Bagua primordial, redonnant au monde l'équilibre perdu et ouvrant la voie à la nouvelle aube. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, en partageant et en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Je vous invite également à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça contribue à l'essor de la communauté. Un très grand merci à tous ceux qui prendront le temps de faire tout cela, et salut!